Ce que tu dois préparer, fais ce que tu dois faire. Et bonjour les amis. Eh bien oui, c'est un peu ma spécialité. En fait, je lance les lives pendant que mes invités ne sont pas prêts. Donc là, voilà, on est chez Erwan Montéour. Donc je vous présente Erwan qui était en train de se préparer une petite boisson chaude. Voilà mon invité Tu peux le de dire, ce soir. je bois un café. Alors, on peut dire à ceux qui nous regardent qu'on est amis. Ah, on peut dire ça, ouais. On ne s'est jamais montré ensemble en fait. Non, C'est une fois. à la télé, C'est quoi. une fois. C'était chez qui? Chez Stéphane Bern, j'étais le monsieur bien-être chez Stéphane. Puis je m'étais dit, putain, ce mec, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne dans cette émission et puis qu'on lui donne un espace de parole parce que on faisait quand même 1,5 million de téléspectateurs et je me disais, ce mec-là, il a besoin qu'on le voit, quoi. Et moi, j'étais un peu au spectacle parce que au-delà des territoires que tu survoles avec beaucoup de méthodologie, tu es tout le temps très documenté, en même temps, tu emmènes une touche rock'n'roll, tu as toujours une esthétique rock de l'émotion. Et ça va jusqu'à ce que tu fais, qui s'apparente à du stand-up quand tu es en train de présenter des sujets hyper sérieux, qui vont devenir Des disruptifs. sujets que tu connais bien. Oui, on va en parler. oui, et qui m'habitent. Et justement, ça me touche d'autant plus. Voilà. Et chacun, en fait, on a notre, je dirais, notre personnalité qui dépeint sur notre travail. Alors toi, pour te présenter, j'ai pas fait de portrait d'Erwan. Alors en fait, j'étais ici le voir en tant qu'ami, parce qu'il m'avait invité donc à dîner. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc ça va être un live un peu particulier, parce que j'ai rien préparé. Je connais bien Erwan, et je vais vous le présenter assez rapidement. Donc grand sportif, cycliste, professionnel et lanceur d'alerte. Dès qu'il a quitté le cyclisme, en fait, tu as fait un livre sur le dopage. Le premier livre sur le dopage, ça s'appelait Secret défense. Où tu dénonçais donc le Je dopage. faisais une peinture du milieu à la lumière de mon itinéraire, en fait. Donc ton itinéraire a toujours été très présent dans ton travail. Tu parles par expérience, tu parles par ton vécu. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu ce que je reproche à l'éducation à laquelle on est confronté aujourd'hui. On met des choses dans la tête des gens pour qu'ils fonctionnent tous de la même façon et qu'ils apprennent à réagir à des stimuli, en fait. Alors que quand tu te laisses porter par la vie, il y a des choses qui vont te happer, qui vont te permettre d'avoir une profondeur de champ, d'attraper tout ce qu'il y a à attraper et à le comprendre. Et c'est ça qui compte. Alors tu as eu une vie un peu chaotique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, tu as connu des hauts et des bas. Tu peux, hein, on peut rentrer dans les détails si tu veux. Et chaque fois, non, ça va faire trop long, parce qu'une vie, c'est un peu un roman, c'est comme moi, si tu veux. Donc je sais qu'il parle beaucoup aussi, donc voilà, on n'a qu'une heure ici avec vous. Donc voilà, on essaiera de prendre vos questions peut-être à la fin. Moi, l'objectif, c'est de vous présenter donc, voilà, mon ami Erwan, et notamment sa carrière de lanceur d'alerte, auteur, donc avec ce livre contre le dopage. Après, ton premier livre, donc si on se disait tout, c'est sur un petit peu un livre confession, donc si on arrêtait de se mentir. Et si on arrêtait de se mentir, n'a pas vraiment été celui qui était en fait... J'avais commencé à écrire pour Yahoo, et c'est devenu le blog le plus lu de Yahoo à un moment donné. Et j'ai pris les 10 idées reçues et je les ai mises dans « Et si on arrêtait de se mentir ?» Mais c'était quelque chose qui constituait mon ADN en termes de nutrition, de rapport au... Ça, la nutrition, tu es arrivé très rapidement quand même après le sport. Après ce livre sur le dopage. Pas après le sport. Déjà pendant le sport, j'ai compris que c'était 65% l'alimentation et 35% le sport. La performance d'un athlète, c'est d'abord la bouffe. D'ailleurs, ça génère des désordres alimentaires. Les cyclistes deviennent fous avec ça. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment, à l'heure actuelle, dans des grandes équipes comme Sky, où des mecs sont anorexiques, avec de l'anorexie mentale, à force de devoir toujours être... Enfin moi, pour donner un ordre d'idée, parce que c'est anecdotique, mais c'est marrant, j'arrête en septembre 97 ma carrière cycliste, j'avais le maillot jaune du Tour de l'Anière sur le dos, je me fracture le poignet, et à ce moment-là, je fais 62,5 kg pour 1,83 m. Bon. Donc je suis taillé comme un spaghetti. Je suis à 3-4% de graisse, quoi. Et en fait, j'arrête ma carrière. C'est là que je prends la décision d'arrêter.
Et un an plus tard, je fais 98 kilos. Parce que j'avais passé ma vie à être au régime, à être traumatisé, à me débrouiller pour avoir tout le temps faim. Parce que le poids est important chez les cyclistes, faut le Un, dire. C'est quand même le un poids Tour de puissant. France, un Tour de France peut se jouer à 500 grammes pour un coureur. C'est ce qui va faire la différence entre C'est le un moment où rapport il de va poids gagner. puissance, c'est ça? Exactement. Et quand tu es dans des pentes raides, on te rajoute un bidon de 500 grammes là, c'est ce qui fait que tu perds. Chez les grands. Ouais. Donc évidemment, ça a une incidence particulière. Et puis c'est l'obsession. Tout le monde veut devenir un grimpeur pour pouvoir accéder au podium, aux 7-8 premières places des grandes épreuves. Alors, restons un peu sur cette carrière cycliste. Après, on va arriver rapidement sur les livres, et notamment le prochain livre que tu sors, qui est très particulier. Tu as eu la gentillesse de me faire lire les premières, en fait, l'introduction, les premières pages. Donc, ça promet, voilà, d'être un livre qui va faire du bruit parce que déjà le sujet est très actuel. Bon, tu nous en parleras un petit peu plus tard. En tout cas, j'aime beaucoup ton approche parce que j'ai reconnu certains mots-clés que j'utilise. C'est le combat, c'est la foi en soi-même, c'est de la faiblesse, naît la noblesse. Donc tu as quelques belles punchlines, mon ami, ça fait plaisir. En tout cas, tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et on en reparlera. On va rester sur le sport et le dopage. Donc tu as été donc obligé, comme par exemple quasiment tous les coureurs, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le coureur qui décide de se doper, c'est quand même l'équipe. Alors, il y a déjà, avant que tu commences, il y a Ok. 2 types de coureurs. Ok. Alors, dans le Tour, par exemple... Un coureur comme moi, par exemple, mon frère avait été coureur cycliste professionnel avant moi, je savais que j'allais me doper. C'était satisfaire une des contingences de ce métier, quoi. Il y a une panoplie de trucs à faire quand tu es coureur cycliste pro. Toute la panoplie, il faut la faire si tu veux être un grand coureur. Okay. Et il y a le dopage. Mais on n'appelle pas ça le dopage, on appelle ça se soigner. Oui. Alors, il y a un problème avec le dopage. C'est le mot, déjà. Donc, on pense que le dopage, c'est de la drogue. Le dopage, ce sont des médicaments, à la base. Alors, il y a différents types de dopage. Il y a le dopage qui améliore considérablement les performances pendant les courses sans qu'on prenne le risque d'être positif. Parce que pendant des années, ils cherchaient ce qu'on ne prenait pas et on prenait ce qu'ils ne cherchaient pas. Okay. Donc, on ne pouvait rien trouver. Et il y a d'autres formes de dopage. C'est le dopage récréatif qui peut exister, comme dans les matchs exhibition dans le tennis, pendant les critériums, pendant les fêtes. Et il y a une espèce de ritualisation. Il y a quelque chose, une sacralisation du moment où les mecs s'allument entre eux pour faire la fête, pour partager des trucs. Et c'est quelque chose qui a toujours existé dans le vélo, mais qui a subi une certaine inflation entre la fin des années 90 et 2000, et qui a été... c'est monté crescendo. Malheureusement à l'origine de nombreux suicides et de gens qui sont tombés malades, qui ont eu des problèmes. Pourquoi c'est allé trop loin, en fait? Ben oui, les mecs, ça les rendait fous. Ok. Parce qu'ils faisaient appel à des substances... Parce que ces substances, le dopage, par exemple, permet une meilleure récupération, permet une meilleure reconstruction musculaire et tout. Je voudrais savoir, Erwan, est-ce que Armstrong, par exemple, n'est pas un coureur exceptionnel? Parce qu'à cause du dopage, bon, on l'a quand même déchu. Quel est ton avis sur ces champions, en fait, qui sont tous dopés? Est-ce que le dopage fait un champion? Pendant 60 ans, non. Et entre 90 et 2010, oui. Lance Armstrong, moi j'ai couru avec lui, je me suis même plumé avec lui, tu vois, à Paris-Nice. C'était un mec qui pouvait pas te laisser indifférent. C'était un mec qui était assez bouleversant, de charisme, d'autorité, de férocité. C'était comme une bête sauvage, avec un boulard comme ça. Qui imposait des trucs à ses équipiers et il était assez fascinant. C'était une époque c'était une époque particulière, cette époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde se dopait déjà. Et Lance, il a fait 4 Tours de France avant de gagner un Tour de France et il n'a jamais fait dans les 20 premiers. Pourtant, il gagnait une étape par là, il gagnait des classiques. Et puis, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est devenu inattaquable quand il est revenu. Il est revenu parce que c'était le Tour du renouveau en 89.
en 99, je veux dire, Mhm. et on ne pouvait pas avoir de scandale. Politiquement, on ne pouvait pas avoir de scandale. Et l'Américain qui a eu un cancer, qui revient de son cancer et qui prend le maillot jaune dès le premier jour, Il est sacralisé. c'est plus un homme, c'est plus un être humain. Ça devient un dieu du sport, ça devient une légende. Et les gens côtoient une légende à l'américaine, qui va prendre en 3 ans une dimension qui va rejaillir au niveau international et ça va devenir une légende mondiale. Est-ce que ça, rien que ça, est-ce que c'est pas un effet positif? Alors ça a un effet considérablement positif sur tout l'industrie du cyclisme. Les mêmes, ça fait rêver les gens. Par exemple, ça fait rêver. Mais je vais même aller plus loin. Pour te donner un exemple, Trek, ils étaient à 130 ou 150 millions de dollars de bénéfices. 4 ans après, ils faisaient 1 milliard. Le vélo s'est mondialisé avec Lance. Mais une société a le sport qu'elle mérite. Et quand tu vois la place de la financiarisation dans la société et ce qu'on véhicule en termes de valeur, même dans la façon de parler, ce qu'on valorise, c'est les tueurs. Putain, c'est un tueur, il est bon. Et bien Lance, il fait que cristalliser tout ça, l'incarner. Parce que Lance, il était sans état d'âme, il était féroce, prêt à tout. Et il était prêt à écraser tout le monde. Mais il avait un mental. J'ai jamais rencontré un être humain qui était doté d'un mental où il n'y avait pas le moindre doute. Quand il te regardait et que tu te plumais avec lui, tu sentais que ce mec-là, il avait rien à perdre. Ça veut dire quoi, se plumer? Quand tu te bats sur le vélo, parce que monsieur donnait des ordres. Par exemple, pour arriver à table, il demandait à tous ses coureurs d'attendre que lui soit arrivé à table. Le mec, il avait 25 ans. Ah oui. Il avait Andy Hamstin qui avait gagné le Tour d'Italie. Donc il avait un boulard comme ça. Moi, une fois à Paris-Nice, je vais voir Viran, on lui disait on va attaquer. J'étais dans les 10 premiers de Paris-Nice. C'était la veille de l'arrivée. Je vois l'hélico arriver, je vais dire je vais en croquer. Je vais voir Richard me dit non, je suis 4e au général, là, ils vont pas te laisser partir, vas-y. Bon, je regarde devant, bam, je mets un sac sur l'arrière-pays niçois, là. Je prends 1 minute et je vois Armstrong qui revient. Alors dans le vélo, tu as un gentleman agreement. Si tu as envie de pisser, tu pars de derrière, tu remontes le peloton par la gauche et tu tournes à droite devant pour que tout le monde te voie, comme quoi tu t'arrêtes de pisser. Et là, personne ne va attaquer pendant 5 minutes. Ah bon? On respecte ça, d'accord. Bien sûr. Vous êtes obligé de vous arrêter pour pisser? C'est un gentleman agreement entre nous et tout le monde a une dizaine de gentleman agreement comme ça, où on respecte les mecs quand ils chutent, ou tu vois. D'accord. On est loyaux, quoi. Ok. Moi, je vois personne qui s'arrête de pisser. J'attaque, je prends 1 minute et je vois Armstrong qui revient. Et il commence à me chahuter devant la caméra et tout. Et moi, j'ai lâché mon guidon, je lui ai sauté dessus, je lui ai mis la gueule dans les orties. Ok. Et je suis reparti. Et j'ai su le soir ce qu'il me reprochait. C'est que Georges Hincapie, qui ne connaissait pas les usages, il a eu envie de pisser, il s'est arrêté de derrière et il s'est arrêté de pisser. Et moi, à ce moment-là, j'ai attaqué. Alors que Lance, il était 2e au général derrière Jalabert. Donc il était furieux qu'un de ses équipiers ait explosé à 15 bornes de l'arrivée et qu'il ait pris 1 minute, parce qu'il avait besoin de lui. On connaît tous les deux Richard? Ouais, c'est un frère Richard. Donc c'est quelqu'un en fait qui a été attrapé en fait pour dopage, ça a été le premier. Oui, moi aussi j'étais attrapé. Et moi je suis le premier contrôle sanguin de l'histoire. Toi, c'est toi qui as fait le premier en fait. Le premier. Je suis dans la légende, monsieur. Ok. J'étais le premier. Et tu as suivi. Est-ce que tu as senti une forme d'injustice? Oui, mais c'est moi, mais c'est tout le monde. Alors, j'en ai une bonne à te raconter. Là, ça... à nous raconter, parce qu'on n'est pas seul. Enfin, on dirait qu'on est seul aussi, parce que là, on a embarqué. Parce que là il m'a dit je vais te niquer ton live. Il me l'a dit tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, je laisse parler, parce que son histoire elle est belle, donc on va continuer. Voilà, mais on n'aura pas dit le 10e, ce que je voulais vous faire dire, en tout cas, à notre ami Erwan. Vas-y, continue, je t'en prie. Je ne sais pas ce que je dois dire maintenant, je ne sais plus. Tu m'as dit j'en ai une bonne à te raconter. Non, mais j'ai trop de bonnes à te raconter. Là, tu viens de me culpabiliser complètement, parce que tu as des questions à me poser. Non, vas-y, fais pas ta chochotte. Ah ben non, il faut... Tu as beau avoir un bras tatoué, tu as beau faire le bad boy, tu sais que le bad boy, il est en face de toi.
Ouais, je sais. Donc, T'es mon bad boy préféré. dis-moi, qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de ces contrôles? Je te demandais si tu ressentais pas une forme d'injustice. Alors, une forme d'injustice, ce qui est très dur, moi, ce qui a été le plus violent, c'est que 3 ou 4 semaines avant Paris-Nice, où j'étais leader pour la Française des Jeux de l'équipe, j'avais touché de mon directeur sportif, Marc Maillot, l'argent pour payer les produits que j'avais avec Ferrari. Donc il les a payés. Il me les a donnés vraiment. Et j'arrive à Paris-Nice, et à 6h30 du matin, il vient me voir, il me fait Mantalo, t'es choisi au sort, t'as été tiré, t'as le gros lot, t'es le premier contrôle sanguin. Et là, c'est la panique dans la chambre, puisqu'on sait très bien que moi, étant naturellement à 49 d'hématocrite, et on a une limite arbitraire fixée par l'UCI qui est de 50% d'hématocrite. Par exemple, tu as Didier Deschamps, il commençait à 28 d'hématocrite et il gagnait 15. Et il passait même à 52, tu vois, donc on savait qu'il prenait de l'EPO, mais comme il avait une petite physiologie, et ben ça gênait pas. Par contre, quand tu as une grosse physiologie, que tu es fait pour ça, tu es à 49-50, ben, si tu en prends, ça se voit. Donc moi je me fais gauler, Madio vient voir ça, et il vient dans ma chambre 3 heures après, et il me dit Erwan, dis-moi que tu es innocent. Tu me payes mes produits. Là, je viens d'avoir d'un côté Massimo Testa, le médecin de l'équipe, qui m'enlève du sang. Et de l'autre côté, Jeff Dompt qui me fait une perfusion pour diluer mon sang. Tu crois que des mecs qui sont pas au courant de ce qui se passe se font un truc comme ça? Non, c'est que tout le monde est en panique et puis on se dit, t'es un gentil fusible, tu vas sauter. Ok. T'as été désigné comme ça en fait. Ouais, mais surtout ce qui leur a fait peur, c'est que moi je me suis pas laissé faire. J'ai fait venir le docteur Mabuse et Bertrand Lavelot, mon avocat. Et ils sont venus tout de suite. Et on m'a donné une fiole à boire. Et on a été dans un labo avec un huissier de justice. On a fait un contrôle sanguin. Et j'étais plus à 56, mais j'étais à 47,7. Donc, si j'attaquais l'UCI, je pouvais faire annuler tous les contrôles sanguins qu'il y avait dans le vélo. Et donc, en fait, ça a été le throwback, ça a été la monnaie d'échange avec la fédération internationale. Si vous jouez au con avec moi pour me mettre à terre, je vais vous mettre à terre aussi, quoi. Tous les contrôles aujourd'hui peuvent être détournés. Il y a un excellent documentaire, je ne sais pas si tu as vu Icar sur Si, Netflix. bien sûr. Qu'est-ce que tu Mais penses c'est encore très très long. En fait, pour vous, c'est assez... je comprends que vous ayez une fascination pour ça, parce que l'histoire, le storytelling est super bien fait. L'acteur est intéressant, mais quand tu as été coureur cycliste, tu vois tout de suite que c'est pas un coureur cycliste pro, c'est pas un... Mais moi, tu vois, j'ai vu un doc en fait. Moi, c'est un super doc. Ce que je veux te dire, c'est que pour que ça t'implique, il vaut mieux aller voir The Armstrong Lie, tu vas voir le mensonge Armstrong, où c'est sur 5 ans le film, jusqu'au moment où il dit tout à une phrase. C'est ouf ce truc. C'est un document qui est incroyable sur Armstrong. Et tu comprends tellement sur sa psychologie. Oui, mais là, c'était vraiment sur les contrôles antidopage qui peuvent être aujourd'hui facilement détournés. Il y a eu un gros scandale, en fait. Il y a quelqu'un dans le RSS. Et puis, il n'y a pas que les produits aujourd'hui. C'est qu'il y a même des moteurs dans les vélos. Vraiment. Tu veux que je fasse une spéciale vélo? Non, je veux pas. Je veux pas. Écoute, on n'avait pas prévu de parler de vélo. Moi, je sais pas que j'allais parler de vélo. Vous nous direz sur nos Instagram respectifs si vous voulez qu'on continue cette partie sur le vélo. On fera un spécial vélo avec Erwan parce qu'en fait, on a décidé de se voir plus fréquemment. Ouais, on va vivre ensemble. Donc, non, pas tout de suite en tout cas. Mais... Donc, vous avez peut-être entendu qu'on décapsulait quelque chose. C'est un Perrier, les amis. On ne boit pas de la bière. On est resté sobre. Et donc, on a juste accompagné ça par un verre de vin. Tu es amateur de vin? J'aime beaucoup les bons vins, avec une passion pour le Bourgogne et le Pinot. Et tu as des petites gourmandises comme ça, alimentaires? Est-ce que tu as des petites faiblesses? Ouais. Je vois quelques compléments alimentaires. Il a une armoire de compléments alimentaires, en fait. Les amis, je ne vais pas la filmer, mais je vous raconterai. Tu les testes, c'est ça? Mais pas du tout, c'est parce que pour faire la couverture de Men's Fitness,
Le dernier mois, j'étais... Ah, attends, je vais chercher quelque chose. Vas-y, continue seul, tu peux continuer seul. Le dernier mois, j'étais un peu en retard. Et là, j'ai un préparateur physique qui m'a donné des conseils. Il me dit, il faut que tu prennes ça, ça et ça, et tu vas t'entraîner différemment de ce que tu fais d'habitude. Ouais. Et j'ai fait les 3 dernières semaines. Et en fait, j'ai retrouvé un corps de 35 ans. J'étais tout content. C'est fake, les amis, c'est pas lui, ça, en fait. Je suis sûr que c'est une image qui est super retouchée. Donc, tu as fait la couverture, plusieurs couvertures, en fait, de Men's Fitness. Ouais. Et là, tu vas en refaire une sur... Ça, c'était Men's Health, mais... Men's Health, pardon. Men's Fitness. Et tu vas en faire une en septembre, c'est ça? Ça y est, enfin, moi, je l'ai shooté. Hein. Mais le numéro n'est pas sorti encore. Non, Ok. il Donc sort le 15 septembre. Alors, il sort et tu vas faire la promo. Moi, je vais carrément aller direct sur le nouveau livre, d'accord? Tu vas commencer à faire la promo. Tu vas commencer à en parler, en fait, de ton nouveau livre. Ouais, ben, ça fait 1 an et demi que je bosse dessus. Je dois dire que j'ai presque subi un syndrome post-traumatique après ce livre. Oui, c'est Parce vrai qu'on s'est eu quelques fois et voilà. Non, Il m'a semblé que le moral n'était pas forcément... Non, j'ai été profondément affecté. Et en fait, ça remet en question jusqu'à la vie que tu mènes. Parce que quand tu mets en perspective une fin du monde éventuelle... Alors, tu peux nous dire le sujet? Le livre s'appelle Les chances qu'il nous reste et c'est l'histoire de la 6e extinction. Et en fait, ce qu'on ne mesure pas... par exemple, le GIEC, depuis 15 ans, fait tous les 2 ans des projections avec 6 scénarios différents, avec un scénario impossible, un worst case scénario. Et 6 fois, le pire du pire qu'on peut imaginer par l'homme a été explosé par la réalité. Et 2017, 2018, 2019, c'est les années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité et on a produit le plus de... Tu avais une invitation FaceTime qui nous a interrompu. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, là, pose vraiment des questions. Parce que ce soit le GIEC, que ce soit la NASA, que ce soit l'ONU, ils ont des préoccupations très probabilistiques. Tu vois, ils sont en train de... Avec une tendance basse et une tendance... 6 tendances. Haute, voilà. 6 tendances. 6 tendances. Bon, déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que là, tous les scientifiques, les climatologues, qui étaient en train de prendre des mesures partout dans le monde, ont dit que depuis que l'homme prend des mesures, on n'avait jamais vu ça, et qu'ils pensaient qu'ils n'auraient jamais vécu ça de leur vivant. Il y a une accélération vertigineuse de l'effet domino. Le GIEC veut nous faire croire qu'on va rester en dessous d'un degré 5. En réalité, si on arrive à se contenir à 5 ou 6 degrés, ce sera fantastique. Mais parce qu'en fait, tout ça, c'est des courbes de croissance exponentielle. Exponentielle. Pour te donner un exemple très concret sur la viande, tous les 4 jours, il y a 10 millions de personnes qui naissent sur Terre. Pour une personne qui va se tourner vers le végétarisme, il y en a 9 qui historiquement ne mangeaient pas de viande, qui se tournent vers la viande. C'est la mondialisation. Et l'ONU, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, il faut se souvenir qu'en 2015, la viande a été classée comme cancérigène probable sur la même étagère que l'amiante. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et que c'est un cancérigène probable qui rend malade. L'ONU nous dit que le bœuf va augmenter de 78% d'ici 2050, ce qui représentera alors 15% des gaz à effet de serre aujourd'hui, 45%. Il faut rappeler que l'industrie de la viande est devant l'industrie du transport. Donc ce sujet de la viande, ça devient un sujet brûlant. Et puis là, il y a le CETA. Macron, il nous fait un grand numéro de claquettes. Il nous explique qu'il faut qu'il y ait un traité intergouvernemental pour favoriser le libre-échange, avec le Canada, pour créer une croissance artificielle. Mais en réalité, on va hériter d'un bœuf aux hormones, avec des OGM, des pesticides, des antibiotiques. Il y a très bonne viande au Canada, en fait, qui est 40% moins cher que notre viande à nous. Donc, dans toutes les cantines, dans tous les restaurants, à cause des structures de coûts, on va manger une viande, ammoniac, hormones de croissance, pesticides, antibiotiques. Le constat de l'alimentation voilà, est présent dans ton livre, mais tu vas au-delà, parce que ça va parler quoi, de collapsologie, en fait. Ça parle de collapsologie, ça parle de... Il y a un gros uniquement... chapitre sur le déni. Le déni, l'ignorance volontaire, la soumission volontaire.
On ne veut pas voir quelque chose dont on a conscience, en fait. Ouais, en fait, il y a une dissonance cognitive. On ne veut pas voir quelque chose parce que c'est douloureux. Donc, quand on y est confronté, en plus, on va penser à autre chose. On n'y sera pas confronté directement, mais brutalement. Ça va se faire progressivement. Et on est déjà aujourd'hui dans la collapsologie, c'est le début de l'effondrement, on le connaît aujourd'hui. Ah ben oui, l'extinction des espèces. Et puis le paradoxe carboné. On sait qu'aujourd'hui, on a atteint en 2006 le pic d'extraction du pétrole conventionnel et en 2019 le pic d'extraction du non conventionnel. Ce qui veut dire que le pétrole va devenir de plus en plus cher, de plus en plus difficile à être extrait. Et d'ici moins de 10 ans, on ne va plus pouvoir prendre l'avion. C'est délirant ce qui est en train de se préparer. Et les gens ne sont pas du tout préparés à cette éventualité parce que conceptuellement, se dire qu'on va changer de monde, ce qui est très intéressant, c'est quand tu penses, Gunther Anders, c'est le mec qui a réfléchi à la bombe atomique. C'est ce rapport au temps, en fait, tu vois. Quand tu avais l'équilibre de la terreur Est-Ouest, où il y avait une possibilité d'apocalypse à tout moment, mais où tout le monde, à cause de la bombe atomique, il y avait ce Mexican standoff où les gens se faisaient face. Mais maintenant, c'est plus pareil, il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose qui est en train de complètement twister. Les choses se répondent, on ne maîtrise plus rien, quoi. Et toi qui as collaboré avec les médias, qui as été chroniqueur, et tu y es régulièrement, comment tu juges un petit peu leur réaction quant à cette constatation? Je vais te répondre tout de suite. On fait du feel good, Erwan, t'es anxiogène. Et en fait, moi, j'ai pas envie de faire... Tu l'es un peu là quand même, tu nous as foutu les jetons. Et les amis, si vous êtes dépressif, n'achetez pas le prochain livre d'Erwan. Je vous le déconseille. Moi, je ne voudrais pas être celui qui... Voilà, c'est se marre en fait. Je pense, est-ce que tu es d'accord avec moi, quand on a conscience... N'achetez pas le livre d'Erwan. C'est une mauvaise idée en fait. Tu vois. Est-ce que tu penses que, justement, quand on a conscience de tout ça, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre du recul parce que ça peut vraiment impacter nos vies. Comme je l'ai dit aussi dans les deux, ça peut amener cette clairvoyance, je dirais, cette compréhension de la société, ça peut amener à un état dépressif. Ah mais carrément, c'est ce que je disais, je souffre de syndrome post-traumatique, ça fait 1 an et demi que je bosse sur ce boulot. Mais est-ce que tu as mis un avertissement pour ton livre, une étiquette, tu vois, comme un texte explicite? Non, parce qu'en fait, chemin faisant, je suis sorti de cette dépression. Et tu arrives à prendre de la hauteur. Et il y a quelque chose qui a jailli sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu un accès de lumière qui a tout de suite inondé la dernière partie du livre. Tant mieux, parce que... Et qu'il faut vraiment... Il est indispensable. En toute humilité, bien sûr, avec la modestie qui me caractérise si parfaitement. Ça peut marcher puisque tu as un sourire aujourd'hui. Écoute, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ta société, de Fitness. Donc ce coaching aujourd'hui en ligne, les gens ont vraiment besoin qu'on les guide. En fait, ils ne savent plus manger, ils ne savent plus faire du sport. D'abord, être capable de savoir manger aujourd'hui, vu que la plupart des nutritionnistes sont dans une nutrition des années 70 qui eux-mêmes ne comprennent rien à la nutrition. Admettons, pour ceux qui ont lu tous tes livres, tu en as fait un paquet de livres sur l'alimentation. Ils ont lu tes livres, donc ils peuvent se débrouiller. Ils ont besoin de ce... Qu'est-ce que ça apporte? Moi, je me mets dans leur truc, d'accord? Je m'inclus là-dedans. Moi, quand je suis hyper sérieux, ça va super. C'est rare. Pendant 4-5 mois, je suis au taquet. Et puis au bout de 4-5 mois, ça me fait chier tout ça. J'ai envie, alors je vais pas manger de la viande, je vais pas manger du poisson parce que je me suis arrêté à ça, mais par contre, je vais picoler, je vais manger des trucs plus gras, je vais faire des trucs qui sont pas mauvais mais qui sont pas bons pour la santé par rapport au fond nutritionnel auquel je m'expose toute l'année. Et pour toi, tu gardes cette notion de plaisir quand même? Mais en fait, quand tu commences à faire du gras et que tu picoles un peu... Tu regrettes? Je regrette pas, je me dis, au bout du compte, la sensation que j'ai, là maintenant, par rapport à quand je le fais pas, eh ben, je me sens vachement mieux quand je le fais pas et que je fais du sport hyper rigoureux. Par contre, le problème, c'est que comme je suis un super branleur et que je suis super excessif, instinctif, que je réagis dans l'émotion et je suis pas imperméable, tu vois, je prends les choses. L'émotionnel, le rationnel, Erwan. Il faut rester le rationnel. Je sais pas si je suis très rationnel. Et du coup, je peux partir facilement en couille, mais ça fait partie de moi et j'ai appris à dealer avec aujourd'hui. À mes 69 ans. Bon, alors.
est-ce que je demande cette notion de coaching en ligne, est-ce que les gens ont besoin de ça? Il y a certaines personnes Écoute, qui ont besoin qu'on leur dise, qu'on leur donne un petit planning. ouais, c'est Parce plus qu'aujourd'hui, simple plus que il faut ça. le dire, il n'y a plus de coach dans les salles de gym. Non, et puis surtout, Ouais, quand il y a des coachs, c'est pas pour ça que c'est des vrais coachs. Oui, ça c'est une autre problématique C'est encore. une des grosses Et problématiques du puis métier. dans la nutrition, moi je Et me puis confronte à ça. la formation, que- le BPGEP, c'est une catastrophe, ça ne forme pas un coach en fait. Non, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même des bons coachs même qui ont été formés là-bas. Mhm. C'est toute une question en fait, d'humain et Et puis d'individu. d'investissement, de Mais, désir, de curiosité. Mais en fait, tu m'as coupé, tu vois, et voilà, je me suis perdu. Donc, quand est-ce que je t'ai coupé et qu'on s'est Voilà, perdu? moi tu sais, dans mes livres, je ne donne pas forcément des méthodes. Tu vois, c'est pas, je suis pas très directif, je donne des principes, je cherche à ce que les gens comprennent, je dirais, par eux-mêmes. Mais je remarque que quand même, il faut donner voilà, des recettes, des petits programmes de menus, il faut quand même introduire une certaine, je dirais, méthodologie. C'est ce que tu fais aujourd'hui avec Finex, parce que tu fais du coaching, donc avec les mouvements excès, avec les vidéos, Alimentaire, etc. sportif, Et alimentaire. yoga, pranayama, et surtout on a un fond nutritionnel qui est très varié. Et en fonction du temps dont ils disposent, du matériel, les jours où ils choisissent de faire du sport, qu'est-ce qu'ils aiment manger, et ben on va diagnostiquer des déséquilibres et le fond nutritionnel qu'on va leur proposer va avoir des propriétés qui vont corriger ces déséquilibres. Ce qui fait qu'on protège toujours l'équilibre acido-basique, l'écosystème intestinal, et les gens ont une énergie incroyable tout en prenant du plaisir. Si par exemple une femme donc, a un abonnement Finex, tout ça, elle a son programme, ce qu'il faut manger, etc. Mais c'est une mère de famille, avec 3 enfants. Alors, on a plusieurs niveaux de recettes. Et les recettes familiales? Exactement. Et on te dit le temps que ça va durer, la qualité, le niveau. Pas le niveau de performance pour le faire, le niveau elle est notée, quoi. Ok. Elles sont notées. Donc, Fitnex, c'est je peux cuisiner en 5 minutes en faisant les trucs sains qu'il me faut. En plus, on te fait des listes de courses où on a des endroits où tu peux aller pour récupérer des listes de courses qui correspondent à ce qu'on t'a proposé. Tu vas loin quand même. Ah bah ouais, on a failli. Ouais. L'idée, c'est de déployer des outils pragmatiques et éthiques autour de l'individu pour qu'il soit à même d'atteindre son objectif sans souffrir, mais en adoptant un mode de vie qui va non seulement créer une dynamique, mais qui va éclairer son cerveau parce que d'un seul coup, son microbiote va se mettre à sécréter beaucoup plus de sérotonine qui va remonter le long du nerf vague et qui va le rendre heureux, quoi. Et c'est ça qui est formidable avec la qualité des apports nutritionnels. Est-ce que tu te shootes à la dopamine? Non, je me shoote aux endorphines, moi. Tu m'as relevé la dernière fois. La dopamine, c'est cigarette, coke, coca. Ça, c'est le circuit dopaminergique. Quand tu déclenches une séance de sport, tu peux avoir recours à la dopamine. Mais ce qui va faire la grosse différence, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, quand tu vas te mettre à trembler. Mais ce dont toi tu parles, c'est les endorphines. C'est une fois que tu as fait c'est comme après l'éjaculation, sauf que c'est puissance 200 après une séance de sport. C'est-à-dire qu'après, tu surfes sur une vague d'hormones où tu es juste, ouais, je suis bien. Allez, la dopamine. Avec les endorphines. C'est la morphine naturelle. Et là, quand tu regardes les autres, tu as une indulgence, tu as une empathie, une bienveillance, une capacité de compréhension. Toi qui as connu justement un petit peu les deux, tu vois, tu me parlais donc de ces, par exemple, le tabac ou l'alcool ou des drogues peuvent provoquer un plaisir. D'ailleurs, j'ai discuté avec Renaud Henson, que tu connais, Renaud Henson. C'est un bon copain, mais toutes les drogues... Tu as une carrière de chanteur aussi. Oui, j'ai chanté, on a passé du temps ensemble. Donc, tu sais le problème, je vais quand même te dire un truc sur ce que tu viens de dire, il y a un vrai problème avec les drogues, c'est que c'est bon. C'est qu'on a du plaisir à en prendre, sinon les gens n'en reprendraient pas. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'addiction, qui est une bonne addiction, une mauvaise addiction? Si c'est la même chose, autant choisir une addiction ou une bonne addiction, comme le sport, tu vois, mais est-ce que ça procure le même plaisir? J'adore ton discours, mais le problème des addictions, c'est que tu ne te les choisis pas, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont propices à être addicts plus Bien que sûr. d'autres? Alors, tous les gens qui ont eu une enfance difficile, tous les gens qui ont quitté très, très tôt leur cellule familiale pour partir, vraiment dans le sport, c'est assez flagrant parce que
c'est une population où il y a énormément de suicides, il y a énormément d'alcooliques, énormément de dépressifs. Et en fait, c'est tout, quand ils sont dans la déconstruction, qu'ils sont dans un rapport systématique de compétition, et pas compétition par rapport à soi-même, c'est par rapport aux autres, il y a quelque chose de destructeur qui les affaiblit, qui les dévore, et qui en font des hommes, lorsque c'est la petite mort, que ça s'arrête. Après, l'intensité des moments qu'ils ont vécus, ces sentiments de paroxysme, d'absolu, que tu as au paroxysme de l'effort, tu vois, Ouais. quand ils vivent ça, et qu'ils reviennent à une vie normale, Le changement est brutal. putain, et mais moi je c'est peux un t'en manque. parler, à un moment donné. Ça devient fade, tu n'as plus de goût. Moi j'ai revécu ça après le vélo, ces grands moments où tu descends d'un podium, où tu as un maillot jaune et que tu as tous les photographes, là. Mais je l'ai vécu sur scène, tu vois. Et sur scène, j'ai revécu des trucs comme ça. J'étais C'était resté en quelle pendant... année? En, Tu as deux- été en chez 2014. Universal, c'est ça? Ouais, en 2014, j'ai fait pendant 6 mois la première partie de Calogero. Puis j'ai fait le Bataclan en tête d'affiche de Joe. Ça te plaît sur scène? Ah, mais en fait, je faisais de la musique pour être sur scène. Moi, je cherche une première partie pour mes show-conférences. Si tu veux, je te proposerai ça. Tu sais combien j'aimerais être avec toi tout le temps, mon chéri. Et tu es quand même aussi un homme de spectacle. La télé, ça te manque pas? La Parce que télé... Non, mais je vais te répondre très clairement et hyper cash. J'ai vécu 2 ans avec Stéphane Bern et avec Nathalie Roger-Côté, la C'est productrice. une belle époque. On pétait dans la soie. On était des enfants gâtés. Moi, j'avais 3 journalistes qui bossaient à plein temps avec moi. On faisait des enquêtes. On me donnait carte blanche pour aller attaquer les... Ils te défendaient aussi? Et on me Ils la te première année, soutenaient? on m'a défendu. Ok. La deuxième année, j'ai un peu plus Un peu moins. morflé, mais j'étais défendu par ma productrice. Et j'ai gagné tous mes procès. Et ça, c'était super, de gagner tous ces procès. Sauf que à la direction de France 2, il y a des gens qui disent « Mon Théo, il n'est pas docteur, il n'est pas machin. » Mais t'en as souffert de ça, de ne pas être justement issu du sérail, du médical ou... Non, parce que si j'avais été du CERA et du truc médical, j'aurais été obligé de fermer ma gueule. Et j'aurais jamais pu dire ce que 80% des médecins qui sont habités par des idées qui sont plus grandes qu'eux, qui ont un vrai respect du serment d'Hippocrate, ces gens-là, ils sont capables de croire en des choses. Et moi, je suis habité que par ces choses-là. Donc, on a besoin de transmettre des choses. Donc tu as pris beaucoup de plaisir en fait. Et moi, j'ai été gâté pendant 2 ans. Et puis aussi, j'avais une certaine liberté quand j'avais envie d'avoir des invités. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu t'avoir sur le plateau. Tu as eu la gentillesse aussi, et je te remercie. Tu m'as dit, il faut que tu aies un maximum de paroles, je vais faire un portrait de toi très court. Ouais, Et tu as pris sur ton temps de parole. ouais. Mais je Belle trouvais ça générosité, super. merci. Mais c'est pas une question de générosité, c'est parce que j'étais content de te voir. J'étais content de me dire que tu allais... tu vois, sur ces gros carrefours d'audience, c'est super qu'on puisse viraliser des paroles, propager des paroles qu'on ne va pas entendre en temps normal. Et des fois, toi comme moi, on est à la fois hyper sécurisant, avec une profondeur de champ, un recul parce qu'on passe du temps à réfléchir, mais en même temps, on a des trucs de petits garçons un peu naïfs qui s'oublient et qui n'est pas là pour rouler sa caisse. Et les gens le percent, ça. Et ça crée Parce des que liens. les gens qui regardent la télévision voient en fait la sincérité. Ah bah parce de qu'on en voit de certains. moins en moins, donc Il y a beaucoup d'acteurs à la elle se télévision. pose, quand même. ah oui. Ok. C'est terrible même. T'as des gens, t'as l'impression Donc, pendant tu 1 m'as an que pas c'est tes répondu amis. à la question. Tu as fait l'homme de télé. Non, dis-moi quelle question j'ai pas répondu. Est-ce que la télévision, ça te manque? Alors, je te réponds, si c'était pour refaire ce que je faisais avant, mais avec un immense plaisir, si c'est juste pour faire un peu le guignol, faire rire avec mes blagues, on était monté aux grandes gueules et qui fait 2-3 trucs de sport, à 46 balais, ça m'amuse moyen, donc j'ai dit non. D'accord. Aujourd'hui, non, tu privilégies un peu plus ton côté cash, ton côté lanceur d'alerte. J'ai plus envie de me Et, cacher, tu vois. la télé a vraiment changé ces dernières années. Et de plus en plus comme ça, pensée Oui, unique. D'abord, il y a de moins en moins de place, il y a de moins en moins de talk, il y a de moins en moins de savoir-faire. Il y a toujours les mêmes, surtout. Ouais, mais dans le savoir-faire, il y a des gens qui ont été essayés ces dernières années. Et en fait, ils ont un peu déconné sur France 2. Moi, je l'ai vécu l'année où on n'a pas été à l'écran. Après, je suis revenu dans la troupe de Daphné Burki. Ouais. Mais dans l'entre-deux années, ils ont mis des trucs à l'écran. Ils n'avaient même pas 200 000 téléspectateurs. Et c'était ridicule en voulant... Le savoir-faire, en fait, c'est la conception des émissions, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui vont concevoir des émissions et qui vont créer de la magie. Parce que les producteurs, c'est pas seulement des gens qui mettent du blé. Quand ils ont une vision, ce sont des artistes.
Et ils ont un parti pris esthétique, ils ont un parti pris d'avoir quelque chose qui traverse l'émission avec des valeurs qui sont les leurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des belles valeurs, mais ils vont tenir une ligne et créer quelque chose. Tu vois, quand Ardisson est arrivé à la télé avec un nouveau concept, à chaque fois, t'achetais, quoi, parce que tu rentrais dans un univers, le mec il te prend par le callback, il dit viens voir comment c'est chez moi. C'était nouveau, c'était osé, c'était la période aussi les débuts du canal. Avec, oui, c'était tellement merveilleux, ça, c'est inoubliable. Une certaine liberté comme ça artistique et puis un délire assez total sur tout le reste. Tu sais, c'est tellement bon, même chez les jeunes comiques aujourd'hui. Des fois, je me fais royalement chier, et puis des fois, je m'y attends pas, et j'en vois un. Il fait un sketch de 5 minutes. D'abord, le mec, je l'aime. Je me dis, lui, s'il fait un film, je vais aller le voir. J'ai envie de le revoir en concert. Et il arrive, et il fait son show. Et en fait, je me dis qu'il fait ni plus ni moins que, tiens, hop, viens voir comment c'est chez moi. T'as vu comment c'est chez moi? Allez, à bientôt. On revient quand tu veux. Et ben, t'as envie d'être avec lui. Et c'est ce que je trouve beau chez les artistes. C'est qu'on a envie de les aimer, on a envie d'être avec eux. Et les mecs qui génèrent ça, et qui génèrent ça dans la musique, par exemple. Tu sais, quelqu'un que tu te mets sur tes oreilles, t'es tout seul. Le mec, il te parle à l'oreille. Et s'il a les mots qui correspondent à plein de choses que tu as eues, toi, dans ton disque dur, et dont tu te souviens, ça va faire appel à tout ça, et d'un seul coup, tu es bouleversé, tu es emmené par un mec, et ben tu as envie de vivre avec lui pendant quelques temps. Donc la musique, ça te nourrit, tu en écoutes souvent. Mais la musique, l'art, les gens, en fait, même les gens, pour moi, c'est des curiosités, les gens. Les gens sont tellement protéiformes, différents, névrosés, avec des qualités énormes, avec des défauts monstrueux. Et ils sont tous les gens à essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, trouver un équilibre dans le déséquilibre. Et moi, j'adore regarder les gens, j'adore discuter avec les gens. Moi, j'ai eu le temps de les regarder. Ça fait 2 jours que je me tape du RER, du train de banlieue. Non, je t'assure, c'est très intéressant. Mais c'est la vraie vie, c'est Erwan, tu vois. La vraie vie, elle est sous terre, en fait. La vraie vie, elle est dans les supermarchés, dans les low cost. C'est vrai, dans les supermarchés, c'est fou. Ah ouais, c'est l'endroit où je vais, je regarde, j'observe. Là, je rentre d'Amsterdam avec ma fille, on a été dans un magasin qui s'appelle Primark. Il y a des trucs à 1 euro, à 50 centimes d'euros, c'est un coffee shop? Des blousons, ouais, non, elle a 12 ans, j'ai essayé d'éviter. Des blousons à 20 euros, et on a été là-dedans et je trouvais ça génial. Ma petite, elle a été acheter son petit blouson à 20 euros. Alors, je voudrais savoir la musique que tu écoutes, je voudrais que tu me parles d'un groupe. Je pense que tu les aimes, c'est en fait une lettre et un chiffre. J'ai vu que tu avais 3 livres, 3 très beaux livres. J'ai une histoire. Attends, je vais les prendre. Vas-y. Raconte l'histoire à nos amis. Je vais chercher le livre. En 1900... on n'a plus que 10 minutes. Ouais. En 1992, j'étais en stage en altitude à Toluca avec l'équipe de France. On préparait les Jeux Olympiques de Barcelone. Et je viens de faire une sortie de 7 heures avec des cols de 30-40 km. J'avais fait plus de 200 bornes dans la journée. Et je vais au massage, je me fais masser. Je lui ai demandé de laisser tourner. Et puis il y a un concert de Bono à Mexico. Et là, je lève la tête. Ouais. Alors déjà, le mec, tu vois, Anton Corbijn, qui faisait déjà sa mise en scène, comme pour Dépêche Mode. Le truc est magnifique, puis on voit pas Bono et on l'entend gueuler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, il a une capuche, il a son micro, il fait... Oh, oh. Et il arrive, puis il commence à boxer. Et là, il y a Edge qui met en route. Et le mec était en train de me masser, là. Je lui dis, tu vois ça? Ben, ça, je vais le faire un jour. C'est sûr. Bon, je l'ai fait, mais bon... Pas comme lui, mais je l'ai fait. Il a fait... Il y a des images, on peut voir des choses de ta carrière. Bien sûr. Ça. Chez moi. Non, il y a un clip sur YouTube. Il y a 2-3 clips sur YouTube. On peut les trouver. Ouais. Il y en a qui s'appelle Dieu est mort. Présente-nous ces bouquins. Celui-là est excellent, de Michel Assayas. Mishka Assayas, qui est un copain à lui, qui est un Français, qui est le frère d'Olivier Assayas. C'est ton boulot un peu de présentateur. Putain, t'as perdu la main. Je te coche un peu. Qui est le frère d'Olivier Assayas et qui est copain avec Bono. Donc il raconte un petit peu... il fait une peinture... Très intime, en fait. Il fait une peinture de la carrière de Bono à la lueur de leur relation mutuelle. Je connais aussi. Bon, après, Anton Corbijn, c'est un mec qui a fait par exemple un film sur James Dean il n'y a pas longtemps, ou sur Ian Curtis.
qui était un mec que j'adorais, Ian Curtis de Joy Division. Encore un guéluron. Voilà, encore un bonbon. Et, très dépressif et puis avec une fin. Moi, ces mecs-là, je les ai beaucoup adorés dès le début, quand ils étaient dans une version New Wave, puis tout ce vers quoi ils ont migré, vers l'héroïsme et toute la culture celte qui en ressortait avec cette rythmique incroyable qu'ils ont inventée. Je pense qu'ils ont changé quelque chose. Alors ça, c'est un livre uniquement avec du texte, tu vois. Ça, c'est plutôt un livre avec très beau livre avec des photos très épais. En fait, et tu en as un troisième, je l'ai également, celui-ci, qui est juste magnifique. Ça, c'est considéré comme de beaux livres, quand même. Hein. Ah ben oui. C'est beaucoup de... C'est parce que quand on est photos, passionné par des gens, avec des histoires... Vraiment du texte. Et ça, tu vois, ça, Erwan, c'est ma passion. C'est l'histoire des groupes qui te font aimer après leur musique. Tout ce qui est biopic m'intéresse, tout ce qui est histoire des groupes. Alors, tu as un excellent éditeur en France qui s'appelle Camillon Blanc. Et Camillon Blanc, en fait, est spécialisé dans la traduction en fait, de biopic, tout ça, de groupes, et surtout orienté rock, bien évidemment. Et tu as des choses juste magiques. Alors, c'est bientôt fini, mais bon, je vais vous présenter mon t-shirt du jour. Tu sais que j'ai un concept, c'est le t-shirt du jour. Moi, j'ai en fait des centaines de t-shirts, donc j'en mets un différent par jour. Tu connais ce bassiste, Duff McKagan, des Guns N' Roses? Ah, bien sûr. Donc, mais je ne connaissais pas son nom. Voilà, Duff McKagan qui fait une carrière solo. Alors tu vois, je parlais de charisme, parce que je suis très fan de ce mec-là. Je vais t'offrir son bouquin, tu vas l'adorer, c'est quelqu'un qui est sorti de son addiction, donc bien sûr cocaïne, donc c'était rock'n'roll à l'époque, hein, c'était bien la grosse défonce. Il s'en est sorti avec le sport, il s'en est sorti avec l'alimentation, et il s'en est sorti avec les livres. Parce qu'il lit, il a fait des livres aujourd'hui, coach de vie. On n'a pas eu le temps d'en parler, ça, mais c'est le gros sujet pour moi. C'est pas l'école, c'est lire des livres. C'est partager, c'est partir à l'aventure dans son univers intérieur grâce à des ouvrages. Tu adoreras donc son bouquin, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a lu le mien, qui était en anglais. Et donc c'est une grande fierté pour moi parce que je suis fan de ce mec-là depuis l'âge de 20 ans. Et puis, tu sais ce que c'est quand tu rencontres comme ça bien sûr. Des artistes dans la musique que tu as aimé. C'est magnifique. Donc toi, c'est quelque chose qui t'impacte, ça, cet amour de la musique, des groupes. Ah mais carrément, ça me bouleverse. De toute façon, j'ai fait de la musique très tôt. Donc, tu vois, j'ai un piano à la maison, j'ai des guitares. Hier soir, je suis rentré... Ici, j'avais des grosses contrariétés, je me suis mis 20 minutes au piano à improviser. J'ai peut-être un artiste à te conseiller, je pense que tu le connais, je pense qu'il peut te donner un petit peu plus le moral, tout ça, tu vois, c'est Daniel Dark. Mais j'ai bien connu Daniel. En fait, Fred Lowe, qui a réalisé ses 3 derniers albums, avait fait 2 chansons sur mon album qui était sorti en 2014. Parce que Daniel Dark. Daniel Dark, c'était quelqu'un qui était sur le fil, qui était un... Je parle souvent d'André Gide. André Gide, dans l'Immoraliste, il y a un thème dans l'Immoraliste qui s'appelle le sentiment tragique de la vie. Et moi, très tôt, j'ai été happé par le sentiment tragique de la vie. Pour différentes raisons, et ça, ceux qui liront mes livres comprendront. Daniel, il a vécu des choses d'une intensité énorme avec Taxi Girl. Et c'est un mec qui avait tellement de choses à la cave que lorsqu'il a eu le succès, tout ce qui était à la cave est remonté. Et il a fallu qu'il se batte jusqu'à la fin. Écorché vif. Avec ces trucs qui remontaient à la surface. Et il donnait tout. Dépressif, avec une voix juste sublime, des textes sublimes, une orchestration quand même. Ça, c'est Fred Lowe. C'est Fred Lowe qui réalisait les 3 derniers albums. Ils sont magnifiques, les 3 derniers albums. Ah ouais, bouleversants. Et puis il y a une sacralité chez Daniel Dark dans son écriture, dans le choix du champ lexical. Tu vois, il va aller choisir des mots qui plantent un décor bien plus que des mots conventionnels qui ne seront pas... Et c'est sa façon aussi de dire ces mots et de voir quelqu'un de fragile, de quelqu'un qui avait ses douleurs, en fait, très très introverti. Et ça a fait des artistes sublimes. Est-ce que tu penses que tous les artistes sont de grands névrosés? Écoute, moi, à un moment donné, quand j'ai arrêté ma carrière, en fait, moi, j'ai été propulsé dans la vie comme un obus qui n'avait pas de frein. Donc je ne me posais pas de questions. J'étais persuadé qu'il allait m'arriver des trucs.
Et quand j'ai quitté le vélo et que je suis arrivé dans la musique, j'étais complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que tout était normal, je ne me posais pas de questions, les choses se déroulaient. Warner me voulait, Universal me voulait. J'avais les super faits autour de mon berceau, tout le monde on m'a monté la tête comme ça, si tu veux. Et moi, je voulais faire quelque chose, et eux voulaient que je fasse autre chose. Et là, je suis rentré dans un combat. Donc ils ont voulu te formater par rapport à bah tes ouais. goûts musicaux. Attends, on voulait me faire chanter du Dalida. On voulait me faire chanter... c'était des blagues. Je pensais que c'était des blagues au début. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient juste le... Oui, ils voyaient un crooner, le mec, machin. Et moi, je bossais avec Miosek, qui a fait le titre de mon album. Je bossais avec Fred Lowe. Et ça ne correspondait pas au marché, en fait. Non, je voulais pas. Puis en plus, je voulais chanter en anglais. J'ai bossé avec Guy Chambers. J'ai été 4 jours avec Guy Chambers, qui a fait tous les tubes de Dido, Robbie Williams, James Blunt. C'est le mec qui me dit: j'adore ta voix, viens en Angleterre. Je vais chez lui, je passe 4 jours, j'ai juste les musiciens à payer, on fait des titres. Je rentre, Pascal Nègre, il me dit... Pascal Nègre et Max Guazzini disent... Alors, président d'Universal et président d'Énergie. C'est-à-dire s'ils font la tendance musicale en France. C'était eux qui décidaient de ce qui marchait. Mon bébé, on n'a pas envie de te chanter, parce qu'il y a plein de Xanax, de chanter en anglais. On veut tu es un crooner, tu dois plaire aux femmes. Allez, j'ai dit, ok. Ça, c'est Max. Et je disais: mais Max, enfin, c'est n'importe quoi. Et mais non, mon bébé, c'est le public qui décide. J'ai dit: putain, le public qui décide, c'est toi qui décide. C'est toi qui décide de lui faire écouter de la merde tout le temps, et à force, il va s'y accoutumer. Et ça, c'était quand même, il y a un certain temps. Et puis, c'était en 2002, 2003, 2004, 2005. Donc, 15 ans ont passé. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché musical? Et on finira là-dessus pour terminer proprement le live. Je trouve qu'il y a certains artistes qui me surprennent et qui commencent à proposer des choses, mais je trouve que la musique s'est nivelée par le bas depuis 15 ans, et j'ai vécu cette période-là, où ça s'est nivelé par le bas parce que, à cause de tout ce rapport qu'avait Max avec la musique, il fallait que ça corresponde à ses standards. Lui il aimait Dalida, quoi, ou Petula Clark. Donc il voulait des mélodies genre napolitaines. Moi, il voulait me faire chanter des mélodies napolitaines. Et dès qu'il voyait des trucs nuls, qui étaient formatés tout de la même chose, puisque tout était produit de la même chose pour faire rentrer sur Énergie. Parce que si tu rentrais sur Énergie... Alors, il faut savoir qu'Énergie, bon, on va pas faire... Ça marchait, elle était première radio de France. Avait un son particulier. Il y avait le mixage Énergie. Et la compression. Compression à mort, etc. C'est ce qui uniformise aujourd'hui la musique. C'est que les mélodies sont hyper simples. Et puis le l'autotune, il n'y a plus de voix. Il n'y a quasiment plus de texte, c'est que des lots brouillés, en fait. Ils chantent un yaourt, en fait. On a chanté un yaourt. Je comprends rien. Voilà, je comprends rien. Non, mais ça peut faire un tube. Je comprends rien. Je vais faire une chanson. Je comprends rien. Voilà. Et aussi, donc, cet effet de compression, d'autotune, c'est uniformisé, en fait, au niveau du son. Parce que en fait, ça s'avance, c'est la répétition et on prend plus de risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les David Bowie, ils n'auraient jamais existé. Freddie Mercury. Donc ça n'existera plus. Bohemian Rhapsody aujourd'hui. Donc apprécions les dernières idoles qui restent, notamment YouTube, qui en mais réhabilitons-les, c'est tous. Alors, eux, ils n'ont pas besoin d'être réhabilités, YouTube, parce que... auprès de nos enfants, pour qu'ils se mettent à les écouter vraiment. Et donc, ta petite fille s'appelle Lou, et donc tu lis... Ah, ma grave. Puis, j'ai eu des problèmes au début de l'année avec elle. Avec... J'allais pas bien du tout, et elle a failli me quitter. Et pendant cette période-là, elle a beaucoup écrit, elle travaille très bien à l'école, mais elle a beaucoup écrit. Et quand j'ai été mieux, je la voyais sur un carnet, et je vois qu'elle écrit quelque chose, j'ai dit: je peux lire? Elle me dit: non, je veux pas. Je dis: ben, fais-moi lire. Elle me dit: c'est des chansons, papa. Et la meuf, elle me fait lire une chanson en anglais. Et je lui dis: tu veux qu'on fasse une chanson ensemble? C'est beau. Et un quart d'heure après, on était là. Quel âge ont tes filles? La petite, elle a 12 et la grande, elle a 25. Et la petite, elle chante. Elle a composé les machins et j'ai joué au piano, on a fait une super chanson et elle va l'enregistrer, vous allez en entendre parler. Écoute, Duff McKagan, sa fille aussi chante et elle a eu la même surprise que toi. Un jour, il a porté une chanson et tout, et puis ils font des choses ensemble. C'est génial. Moi, c'est un truc qui m'a rapproché d'elle, tu vois, de se réunir autour d'un projet artistique. Ça va être à la fin de ce live. Ah, déjà? Ben ouais, déjà. Est-ce que tu l'as apprécié? Je t'ai rendu un peu le sourire. Si tu m'as accueilli, tu fais un peu la gueule. Non, je suis content.
Je suis toujours content de te voir. Bon, mais Et ça, puis, j'ai apprécié. et puis de vous voir aussi, d'avoir passé ce moment avec vous. Bon, les Vous ne me oubliés, connaissiez pas, maintenant on se connaît un peu et puis on va se revoir. Ouais, on sait, en fait, on vous a un peu oublié. Excusez-nous, en fait, on vous a carrément oublié, quoi. Mais on n'a pas vu vos questions. On les lira parce qu'on regardera quand même le live tous les deux. Et puis, donc, merci d'avoir été présent. Vous pouvez le voir encore pendant 24 heures. Et puis, je l'uploaderai pour le mettre sur ma chaîne YouTube. Génial. Moi, j'ai une petite chaîne. Je suis pas de Finnex, moi, tu vois. J'ai une petite audience. Il est fou, oui. Voilà, c'est mon pote Erwan. Ouais, Donc, on était content d'être ensemble avec vous. On vous embrasse bien fort. Ouais. Puis on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous, soyez prévoyants. Et puis, n'oubliez pas, n'achetez pas son bouquin si vous êtes dépressif. Évitez. Voilà. Ou alors, Et, si vous voulez savoir vous en sortir, achetez-le. Et voilà. Donc, on en reparlera, en fait, tous les deux, dès qu'il sera sorti. Et je suis sûr Avec que ça sera plaisir. une très bonne surprise. Salut les amis.